Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast qui mêle intimité et créativité. Je suis Chloé et aujourd'hui je reçois à mon micro une meuf qui a déjà eu 1000 vies, alors qu'elle est plus jeune que moi. Autrice d'un premier recueil de poésie, journaliste, entrepreneuse, créatrice du podcast Inflower et graphiste, Balkis se lance dans de nouveaux projets avec passion et envie. J'étais très heureuse de la rencontrer à cette occasion et ensemble on a parlé de sa capacité à oser, évidemment, de son rapport à l'écriture, à la spiritualité, à son pays d'origine aussi, et de l'importance de s'exprimer dans son entièreté. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, à partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez également me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast, et venir m'écrire sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram, Threads et TikTok. Sur ce, je vous laisse avec Balkis. Bonne écoute. Salut Balkis. Coucou Chloé. Je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Vraiment très radio ce que je viens de faire, on adore. Je m'appelle Balkis, j'ai 24 ans, je suis Lyon. Vraiment très important à garder en tête pendant toute la durée de l'épisode. Je suis graphiste depuis 1 an en freelance et je suis aussi autrice à côté de mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Fleurs intérieures. Je suis contente de te recevoir parce que l'idée, c'était de parler ensemble de toute ta partie créative. C'est vraiment des thématiques que tu apportes beaucoup puisque tu as aussi un podcast qui s'appelle Inflower dans lequel tu fais des interviews et tu parles aussi à cœur ouvert de plein de thématiques. Tu parles d'écriture, tu vas parler de poésie, tu vas parler d'illustration, de fleurs, de spiritualité. Bref, ça fait beaucoup de matières et de sujets en commun. Ouais. Et je me suis dit que c'était l'occasion qu'on échange ensemble dans cet épisode. Pour ça, j'aime bien donner toujours une petite citation qui m'a fait penser à mon invité en début. J'adore. Je vais te la donner, tu vas la lire et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ok. Mais j'adore, par contre, je savais pas du tout. La citation est donc « Mon âme secrète a l'odeur des roses » de Cécile Sauvage de l'œuvre complète Poétesse 1883-1927. C'est déjà adorable. Je m'attendais archi pas. « Mon âme secrète a l'odeur des roses ». Tu m'as trop bien cerné en une citation. Déjà, le côté âme secrète, moi, ça m'a direct frappé. Genre. Mais en plus, c'est ce qu'on se disait un peu en off depuis tout à l'heure. On a tiré des petites cartes et tout. Et on a commencé un petit peu à parler de sujets un peu deep, donc âme secrète, mais totalement. Oui, parce que tu as mentionné du coup ton recueil. J'ai peut-être commencé par là, comme ça nous fait une porte d'entrée. Avec Fleurs intérieures. FI pour les intimes. Ouais, grave. En fait, t'es partie d'un procédé de journal intime. Et d'un coup, tu t'es mise à écrire de la poésie, mais au quotidien, comme tu tiendrais un journal. Exactement. Avant d'être graphiste et avant d'être maintenant autrice, mais c'est un statut que j'ai beaucoup de mal à dire et même à introduire, j'ai été journaliste pendant 4 ans. Et donc le journalisme, c'est de l'écriture qui est quand même beaucoup de recherche. Enfin, tu fais des articles sur des sujets en précis, donc tu fais de la recherche, tu essaies d'être au plus proche de la vérité. T'étais journaliste pour un média ou journaliste indépendante ? J'étais journaliste alors pour d'abord des rédactions. Donc bénévole au début, et ensuite j'ai lancé mon propre magazine. Et à un moment, j'ai fait ce qu'on sait tous très bien quand tu es entrepreneur, que tu fais plein de choses, et qu'en plus j'étais en études et tout, j'ai fait un joyeux burn-out. Donc je me suis dit, ok, mais en fait, moi ce que je veux depuis petite, c'est écrire, mais écrire de manière créative. Et je m'étais beaucoup cachée justement derrière le journalisme pour écrire des choses plus factuelles, écrire des choses où on ne pouvait pas venir me reprendre. C'était pas vraiment Balkis derrière les mots, tu vois. Oui, en fait, t'avais peur du regard sur toi et du jugement. J'adore écrire, ça c'était un truc que je savais, donc je voulais avoir ça dans ma vie, mais par contre au début je me suis dit non mais écrire créative, de manière créative, t'es qui quoi, tu vois. Donc je me suis d'abord mise dans le journalisme, et après quand j'ai eu ce petit burn-out, je me suis dit putain mais en fait moi je veux écrire de manière créative, je veux écrire des personnages, je veux inventer des histoires, je veux vraiment me mettre en fait au devant de la scène, donc très Lion au final, et c'est là où je me suis dit bon, tu peux pas non plus passer de coq à l'âne du jour au lendemain. Donc, commence par ton journaling quotidien en faire des poèmes. Donc, j'ai transformé en fait un peu mon journaling quotidien. Mais du coup, tu écrivais déjà pour toi au quotidien ? C'est ça, j'avais déjà mon petit journal, je faisais déjà mon journaling de manière très quotidienne, tous les jours. C'était vraiment mon petit rituel sacré. Et ça venait d'une habitude récente ou c'était quelque chose que tu avais gardé de l'adolescence ? Parce que généralement, c'est plutôt dans ces eaux-là qu'on se met aux journaux intimes. Ouais, totalement. Depuis très petite. Je me suis jamais arrêtée. Et donc, je l'avais dans ma tête et je me suis dit comment on peut faire pour intégrer une nouvelle habitude. Donc, c'est en la mixant avec quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Donc, c'est là où je me suis dit, mon journaling quotidien, que je fais tous les soirs, pour justement me déposer, pour justement faire un petit peu le bilan de mes émotions après une journée, je l'ai transformé en poème. Donc, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Et au bout de 6 mois, j'avais genre une centaine de poèmes. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi ? Viens, on est vulnérable, tu vois. Viens, on se montre vraiment dans les contenus qu'on publie. Viens,
on s'ouvre en fait tout simplement, et c'est là où je me suis dit, on publie un recueil de poèmes. Et en plus, tu l'as publié à ton nom. Ouais. En auto-édition. Ouais. Tu t'es rajouté tellement de challenges sur un livre, c'est assez impressionnant. Je m'arrête pas, tu sais, dans le truc, j'avais un magazine indépendant, donc c'était déjà une charge de travail qui était juste... T'étais seule dessus ? Plus. On était une petite team quand même, on était 6, 7. Ah oui, quand même. Ouais. Ça s'appelait comment ? Isar. Et en plus, c'est encore un truc avec la spiritualité, les fleurs. Enfin, je m'arrête jamais, tu vois. Et donc, sur Fleurs intérieures, je me suis dit, j'avais pas envie de... je pense, avec le recul, c'était un vrai manque de confiance en moi. En mode, j'ai pas envie de donner ce manuscrit à une maison d'édition et en fait, ça va pas être assez bien, ça va pas être publié. Donc, il y avait beaucoup de... je me cachais, mais c'était plus, je me suis dit, ça valait pas le coup de me prendre des portes fermées sur un projet qui m'appartenait autant et qui était aussi vulnérable. Donc, je me suis dit, on fait d'abord ça en auto-édition, on voit comment ça se passe. Comme ça, je suis totalement libre sur la maquette, ne serait-ce que le choix de l'illustratrice. Illustratrice. Je vais y arriver. Le choix de l'illustratrice, qui est Margot Carré, qui est juste incroyable. C'est devenu une amie, donc vraiment, c'était un projet incroyable. Et je pense que comme premier projet de livre, le fait de l'avoir fait en auto-édition, moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai tout donné, quoi. De A à Z, c'était un projet que je l'ai vu comme ça et c'est matérialisé comme ça. Puis tu avais ta fibre entrepreneuriale, finalement, qui ressort aussi dans ce projet. C'est marrant de t'être tournée vers de la poésie. Ouais. En premier, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus évident et... Je vais prendre un biais généraliste, mais souvent quand on parle d'écriture plutôt fictionnelle ou parler de soi, les gens vont avoir tendance à se tourner vers de l'autofiction, vers du roman, pas forcément vers la poésie. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui te plaît encore dans la poésie ? J'adore cette question. Ce qui m'a plu dans la poésie au début, c'était vraiment le fait de pouvoir me retrouver avec moi-même et pouvoir embellir un petit peu ma vision de moi-même. Parce que bizarrement, même si j'avais beau écrire des poèmes qui touchaient à des sujets dont je parlais même pas à ma psy, des trucs qui pouvaient être un peu moches, qui pouvaient être un peu... parce qu'on a quand même un peu cette vision de se dire, si tu montres ta part d'ombre, si tu montres, entre guillemets, tes faiblesses, les gens, ils vont te voir autrement. Et moi, je m'étais dit... c'est très bizarre, et je m'étais dit, mais en fait, quelle manière plus belle que de juste s'ouvrir et être vulnérable. Et en plus de ça, si tu peux faire des rimes, et si tu peux faire des trucs un peu mimes et un peu jolis, c'est beau, tu vois, genre ça m'emportait, moi, quand je lisais des recueils de poèmes, je trouvais ça magnifique, et le fait de pouvoir autant véhiculer autant d'émotions et autant de choses avec très peu de mots, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, tu offres un monde entier et tu peux facilement transporter ton lecteur, et en fait, il peut totalement s'identifier vu que c'est pas très précis. Tu racontes un truc... c'est les images, c'est les sonorités des mots, c'est ce qui transporte comme signification, et derrière, c'est à toi un peu de décrypter le message, quoi. Totalement. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien ce truc-là de dire, voilà, moi, mon vécu, mais réapproprie-le toi, comment toi, tu vas le percevoir de ton côté, parce qu'en général, quand tu lis un recueil, t'es beaucoup dans le côté, ok, est-ce que je vais relate à ça ? Et quand ça touche, forcément, c'est là où c'est beaucoup plus puissant. Et donc, je voulais vraiment faire de ce recueil un partage de moi, un partage de mes états d'âme, un partage de, qui est la vraie Balkis. Et en même temps, je voulais ouvrir cette porte aux autres pour qu'ils puissent aussi se dire, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux écrire de la poésie si je veux, moi aussi je veux écrire si je veux. Et j'en parle beaucoup dans mes poèmes. Et c'est pour ça qu'à la fin du recueil, la dernière page du recueil, c'est... comment on peut dire, c'est un truc en pointillé, quoi. Et je dis, mais en fait, finis toi-même le recueil. Après cette lecture, voilà, comment tu finirais ? Écris ton propre poème, exprime-toi et juste libère ta voix et ton vécu, ce que tu as envie de partager. C'est énorme pour quelqu'un qui avait peur du regard des autres. En fait, t'as pas appris une étape intermédiaire. T'as mis toutes tes tripes sur la table en disant « Bonjour, voici, prenez ». Comment est-ce que déjà tu as peut-être anticipé la réaction de tes proches aussi ? Est-ce qu'ils l'ont lu, ce recueil ? Comment ça s'est passé ? Et est-ce que derrière, ça a fait aussi évoluer ton rapport au regard des autres ? Alors, le regard des autres, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore toujours. C'est toujours très présent, mais voilà, je le travaille bien avec ma psy, c'est vraiment le sujet central. Et en fait, moi, il y a beaucoup de moments dans ma vie qui sont très contradictoires, où j'ai beau avoir peur de quelque chose, j'ai beau me dire, putain, mais on fait que se cacher, on s'est jamais vraiment montré dans notre entièreté, on s'est jamais vraiment dévoilé. Et pourtant, je vais te faire le move le plus contradictoire et entièrement, comme tu as dit, mettre mes tripes sur la table. Et moi, je le vois plutôt comme étant quelque chose... je fais ça parce qu'il n'y a juste pas le choix, en fait. Parce que si je veux justement me sortir de ça, il faut que je fasse pour moi le move le plus à l'opposé. Et donc ça, c'est très, tu vois, genre... je vais parler d'astro, désolée.
J'ai envie de dire, t'as déjà commencé. Continuons. Franchement, c'est sur la lancée. C'est ton podcast. C'est ton épisode. Donc, à ton image. Si vous kiffez l'astro aussi de votre côté, bon, vous allez vous régaler. Mais voilà, c'est très le but du lion, en fait. Le but du lion, le but de son signe. Et surtout, comme le signe opposé du lion, c'est le Verseau, qui est un signe qui est très tourné vers les autres. Le but du lion, c'est juste de se dire, ok, mais viens, on brille pour justement montrer aux autres que c'est possible de briller et t'as le droit de prendre ta place. Et du coup, en faisant ça, moi, j'avais super peur parce que je sais qu'il y a plein de sujets sur lesquels je parle pas du tout avec mes potes. C'est des sujets avec ma psy. Ça fait 2 ans que je fais une thérapie, donc ça fait que 2 ans que j'ouvre les yeux sur plein de choses de ma personnalité, de comment je vivais les choses. Enfin, mes émotions, c'est des choses... Enfin, Inflower, j'en ai beaucoup parlé de ce fait que... Mais j'arrivais juste pas à gérer et à dealer avec mes émotions, donc j'étais dans un déni énorme. Et donc ce projet-là, ça a été vraiment le projet le plus... J'ai offert un recueil à ma psy d'ailleurs. Faut que je lui dise, Théma, en fait, si tu veux des droits d'auteur, tu me dis, parce que c'est grâce à toi tout ça. Mais j'avais super peur justement que mes proches me voient autrement. J'avais super peur que mes proches juste me reconnaissent pas en fait. Et qu'ils se disent, mais attends, mais c'est pas ce que tu nous montres au quotidien. Ouais, et puis en plus, t'as toujours ce petit biais chez les proches, surtout de notre famille, qui est... S'il y a une caractéristique qui t'a marqué à un moment donné, qui t'a défini à un moment donné dans ta vie, c'est acté que tu seras comme ça toute ta vie à leurs yeux, alors que pas forcément, t'as le droit de changer, changer de goût, enfin, j'en sais rien. Imaginons, tu détestais les fleurs et maintenant tu les adores, et ben ils vont dire, mais comment ça, t'adores les fleurs, tu as toujours détesté, et avoir du mal avec cette idée-là aussi. Bah, l'évolution, en fait, le changement. Et au final, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, en fait, dans la plupart des peurs qu'on a, c'est qu'on se rend compte que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est au contraire dans ce livre-là, comme j'avais vraiment jamais fait de trucs aussi... tu sais, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé le fait que tu dises à ton nom. Bah ouais, c'était clairement moi et pas d'autres personnes. Il y avait personne avec moi qui écrivait avec moi. Oui, et puis t'aurais pu utiliser un pseudo, etc. Ouais. Et là, tu l'as vraiment signé avec ton prénom et ton nom de famille, quoi. Et mes proches l'ont super bien. Mais alors, l'accueil qui a été réservé à ce premier recueil, j'ai été extrêmement choquée. Mais vraiment choquée. C'était pas genre en mode « Ah, trop bien surprise ». Non, j'étais choquée. Et mes proches ont été extrêmement supportifs, ça se dit pas comment on dit en français. Oui, dans le soutien. Ouais, voilà, ils ont grave été dans le soutien. Et à chaque fois qu'ils m'ont fait des retours, c'était pas du tout ce truc-là de on t'a figé dans ce que tu racontes. Sinon, c'est waouh, c'est une étape en plus de ton parcours. Tu racontes des choses qui forcément sont plus intimes, donc on n'a pas l'obligation en fait de dévoiler autant et on doit pas, à partir du moment où on fait des choses et on entreprend des projets, forcément devoir se livrer entièrement. Donc ça a été vraiment vu comme étant courageux au final, tu vois. Et donc moi, derrière, ça m'a donné du courage. Et en parallèle, t'es graphiste, t'as un podcast. Pourquoi c'est pas ces moyens de communication-là qui t'ont parlé pour, en tout cas, faire cet exercice ? Hyper intéressant. Et je pense que je me suis jamais posé la question. Mais le graphisme, ça a été vraiment quelque chose qui est venu étape par étape dans ma vie. J'étais pas du tout, entre guillemets, censée être graphiste aujourd'hui. C'est pas la formation que j'ai faite, c'était pas... T'avais fait quoi ? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord une licence d'anglais. Ok. Et ensuite, j'ai fait un master en rédaction web et communication. D'où journalisme par la suite. C'était même pendant ma licence d'anglais, le journalisme. Okay. C'était une opportunité comme ça qui s'est présentée à moi. C'est vrai que t'as que 24 ans. Pardon. Je sais, on dirait que j'ai 50 ans. Hein. Désolée, guys. Non, j'ai 24 ans. Et pas toutes mes dents encore. Hein. J'en ai 2 qui se cachent dans ma bouche si jamais tu veux voir la radio de mes dents. Waouh. Voilà, je me livre dans ce podcast. Je m'attendais pas à cette info, ouais. C'est une safe place, donc je vous livre ça. J'ai pas toutes mes dents, mais bon. Et du coup, le master, c'était vraiment suite au journalisme et suite au magazine que j'avais lancé. C'est là où je me suis dit, waouh, quand tu lances un magazine, forcément, t'as beaucoup de DA, t'as beaucoup de mise en page, t'as beaucoup de t'es sur les réseaux, donc création de contenu. Le graphisme, c'est vraiment pour moi même si c'est un métier passion et un métier hyper créatif, c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup de syndrome de l'imposteur là-dessus. Donc, je m'exprime beaucoup à travers ce que je fais pour mes clientes et ce que je fais pour l'agence pour qui je travaille. Mais c'est encore très... je le fais avec ma vision, mais pour eux. Tu vois, c'est pas pour moi. C'est pas... toujours plus facile pour les autres. Exactement. Ouais. Donc, mon activité de freelance en graphisme, je la vois vraiment comme étant une manière de pouvoir avoir au moins un taf que je kiffe et dans lequel je peux m'exprimer parce que ça, je suis pas capable de faire autrement. Mais c'est vrai que je le vois comme étant mon taf. Donc, taf, passion, whatever, tout ce que tu veux, hein, mais ça reste quelque chose de très yang, en fait, très ancré dans l'action, et juste voilà, on n'y met pas tant d'émotions que ça, même si émotionnellement, c'est ce qui me met le plus à terre en ce moment. Et le podcast, au final, ça a été vraiment mon petit compagnon.
le petit truc qui m'a toujours suivi, mon petit micro qui m'a toujours suivi pour m'exprimer, parce que je l'ai lancé à un moment où justement j'ouvrais beaucoup les yeux sur beaucoup de sujets, et j'ai commencé par le rapport au corps, qui n'a donc aucune... On en revient au rapport à soi. Ouais, voilà, on en revient à rapport à soi en soi. Donc c'est pour ça que le podcast a évolué maintenant en full spiritualité et juste au final dev perso et bien-être. Donc en soi, le podcast, je me livre beaucoup, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé au début à mes proches, ou j'en parlais pas sur mon compte perso, qui aujourd'hui en plus a fusionné. Hein. Donc aujourd'hui, je suis en full ownership, tu vois, je suis en mode, ok, arrête de vouloir te dissocier, arrête de vouloir te montrer dans une partie et te cacher dans l'autre, mais juste fais que dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui, tu es entièrement toi-même et tu prends la place que tu as envie de prendre. Sachant que tu as eu quand même une expérience en journalisme, ça te manque pas aussi ce côté plus de regard entre guillemets extérieur sur une expertise, sur des témoignages, d'aller faire un travail de terrain, d'aller te renseigner en fait sur un sujet, parce que là tu parles effectivement beaucoup de toi tout le temps. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque un petit peu aujourd'hui ? Franchement, je vais pas mentir, non, ça me manque pas tant que ça. Franchement, le journalisme, je pense que ça m'a apporté ce que ça devait m'apporter à ce moment-là. J'étais quand même journaliste lifestyle et mode, donc en fait, c'était pas tant. Le terrain, c'était aussi pour des trucs purement dans l'esthétique et purement dans c'est de la veille. En fait, tu parles pas de toi, tu parles de marque, tu vas parler d'initiatives, d'assaut, ce genre de choses. Exactement. Franchement, en ce sens-là, ça m'a beaucoup aidé au moment où j'en avais besoin. Et le journalisme, vraiment, c'est une belle période de mon parcours, et j'étais quand même très jeune aussi, donc en fait, c'est pour moi assez incroyable. Mais aujourd'hui, ça me fait chier de tout le temps parler de moi, clairement. Mais en même temps, je me dis, je me retrouve tellement dans ce... Parce que là, aujourd'hui, du coup, la poésie, mon premier recueil a donc été publié il y a 1 an. Je travaille sur le deuxième, mais je suis surtout beaucoup sur un roman. Et donc là, je suis en full kiff, tu vois. Et genre... j'aime bien créer des choses de toutes pièces. J'aime bien inventer des choses, inventer des univers, inventer des... Déjà, t'aimes bien faire. Je disais tout à l'heure que t'avais cette fibre entrepreneuriale qui ressort dans tous tes projets. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui se dit pendant ses études, tiens, je vais monter un média avec une équipe. Et puis derrière, je vais mettre... je vais faire du freelance pendant 1 an là, sur du graphisme. Enfin, encore une fois... Mais j'avais beaucoup besoin de se faire, parce que mon être n'était pas là. En fait, c'est vraiment ce truc-là de j'avais besoin de ma productivité, j'avais besoin de l'entrepreneuriat pour me construire et savoir qui j'étais. Mais tu as sauté un pas que beaucoup n'osent pas sauter par sécurité financière, mais aussi par sécurité personnelle dans ses compétences, par absence de réseau. Toi, comment c'est venu ? Est-ce que tu as eu un modèle aussi dans tes proches, par exemple, qui a pu t'inspirer là-dessus ? Je pense pas, parce que donc j'ai grandi en Tunisie. Je suis arrivée il y a 7 ans en France, donc je suis arrivée pour ma licence d'anglais. Et quand je suis arrivée en France, j'avais vraiment la première année forcément de licence d'anglais, j'étais un peu en mode Pompelope, je m'amuse, je sors, j'étais full dans ça. Et après c'est très drôle l'histoire, mais je suis allée dans un kiosque, et depuis petite avec mon père, on a toujours ce rituel d'aller dans des kiosques, en fait, dans des magasins de journaux, et il m'achetait toujours 2 magazines, et ça devait jamais être les mêmes. Toujours 2 trucs pour que je puisse voir 2 trucs différents. Donc je pouvais acheter... c'est un des rituels qui m'a passé, que j'aime le plus. Et en place, on lisait ensemble ces magazines. Lui, il se posait sur son petit canapé. Mais il sort de ta zone de confort de toujours prendre les 2 mêmes magazines et d'aller regarder autre chose, quoi. Exactement. Donc j'ai pris ce truc-là de toujours, en fait, quand je vais dans un kiosque ou quand je vais dans la Fnac ou whatever, je regarde tout et n'importe quoi. Et ensuite, je me dis, tiens, ce serait cool de prendre toujours un truc... qui sort un peu de son univers, quoi. Et donc, ma 2e année, je suis rentrée dans un kiosque et je suis tombée sur le magazine Paulette. Donc, moi, j'allais toujours à ce moment-là de ma vie vers les magazines, je sais même pas ce que je regardais, je crois que c'était People ou un truc comme ça, tu vois. Il y a beaucoup ce côté en moi, hein, j'adore les trucs People, les news et tout. Lyon. Voilà. Exactement. le paraître, tout ça, moi j'adore. Donc, les trucs un peu à l'époque. Les potins. Comment ça s'appelait ? Trinity Magazine. Je connais pas, tu vois, moi je suis tellement pas là-dedans, pardon. Tous les trucs One Direction et Miley Cyrus de l'époque, là. Moi, j'ai acheté ça. Tu vois, c'est là que je me rends compte qu'on a 50 différences. Ouais, merde, pardon. C'est que ça, moi, je suis passée... J'étais trop grande pour ça, tu vois. Miley Cyrus, ok, avec Anna Montana, j'en avais cité d'ailleurs dans un épisode, mais tu vois, One Direction, c'était déjà c'était passé, en mode regarder les petites qui criaient en disant, mais pourquoi elles sont fans de ces gars qui n'ont pas encore fait leur puberté, quoi. On n'est pas là pour se disputer, mais, non, mais je n'en pense pas, moi. C'était ça à l'époque. Non, mais t'inquiète, je comprends totalement. Mais en tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, vous connaissez Trinity Magazine. Et que vous connaissez Paulette. Voilà. Mais Paulette, c'est autre chose, Mais je sais, mais c'est sur ça que tu tombes, justement. C'est ça. Et donc, je tombe sur ça, un magazine
qui parle de féminisme, un magazine qui traite de plusieurs sujets de société, mais toujours dans ce truc-là, il y a ce grain d'esthétique. En fait, l'esthétique est toujours, tu vois, me suit toujours en fait, me colle aux fesses et je peux pas indécrottable comme on dit, voilà. Je vais dire des dingueries, tu vas voir. Hein. C'est pour ça que je te dis que je ferais un montage et que je te l'envoyais pour validation. Hein. Non, indécrottable, je veux bien que tu le laisses, c'est marrant quand même, non? mais donc voilà, je suis tombée sur ce magazine-là et j'étais en mode, mais c'est super. Et j'ai vu en fait leur adresse email à la dernière page et j'étais en mode, ok, go. Et j'envoie un petit mail et je suis en mode, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Et moi, j'ai jamais eu de réponse. Mais par contre, je crois, 1 mois plus tard, ils ont mis une story en mode, on va ouvrir un pôle anglais et donc on cherche des rédactrices en anglais. Et donc là, j'étais en mode, ok, non mais it's my time to shine. Donc j'ai envoyé ces mails-là et là, j'ai eu une réponse et j'ai travaillé pour eux, sachant qu'avant, j'avais déjà travaillé pour un magazine américain. Donc tu vois, genre, j'avais déjà cette expérience en anglais. Mais pardon, tu les as trouvées où, toutes ces expériences? Parce que c'est assez impressionnant, tu y as été au culot à chaque fois. Ouais, vraiment. Le magazine américain, j'ai envoyé mon mail, j'ai envoyé un truc que j'avais déjà écrit et ils étaient en mode, ok. Mais ce qui est assez fou, c'est que j'étais leur journaliste attitrée pour la Fashion Week. Donc ils m'envoyaient à la Fashion Week de Paris, genre. Mais pardon. Moi, j'avais 19 ans. Merci l'univers, comme on dit. Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça où ça me tombe dessus et je suis en mode... Non, ça tombe pas dessus. En fait, depuis tout à l'heure, pardon, dès qu'il y a une porte ou un chemin qui t'intéresse, t'y vas, mais t'y vas en foutant 2 coups de pied dedans, quoi. Il y a pas le temps. Et je trouve ça d'autant plus admirable et drôle, encore une fois, ce terme drôle. Parce que je réfléchis pas, tu vois. Il y avait ce côté à l'époque où... Là, je le fais beaucoup plus dans mes projets et c'est ça qui me pèse un peu. Mais avant, je l'avais pas, ce truc-là. J'avais jamais vu de personne avant moi qui faisait ça. J'avais jamais vu dans mon entourage, on était en études. Moi, en Tunisie, j'avais pas du tout de... Enfin, même si j'étais clairement sur les réseaux, je voyais ce que les gens faisaient en France. Mais c'était 2018, tu vois, 2017, 2018. Il n'y avait pas encore autant l'émergence et les influenceurs et tout ce que tu pouvais faire qu'on voyait autant sur les réseaux. En tout cas, moi, je les suivais pas. Ouais, c'était la fin de l'ère des blogs et c'était le début vraiment très fort d'Instagram. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je voyais pas tant que ça. Et donc, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, comme je ne savais pas les répercussions, je savais pas où est-ce que ça pouvait me mener, juste en mode je kiffe, ok, let's do it. T'as mentionné plusieurs fois la Tunisie. Ouais. Est-ce que ça occupe encore une part importante, même dans ta créativité, dans ton référentiel, dans ton imaginaire? Je l'ai beaucoup occulté, donc non, jusqu'à maintenant. Mais justement, là, je suis en train de me dire, c'est quand même c'est une richesse énorme d'avoir une double culture et d'avoir vécu dans un autre pays. Et quand j'en parle aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours peur que quand je mentionne la Tunisie ou quand je dis que je suis tunisienne, que j'ai vécu là-bas toute ma vie, c'est beaucoup « Ah oui, comment tu connais ça? Comment tu parles aussi bien français? Comment nanani nanana ?» C'est surtout « Ah, mais comment ça se fait que tu sois aussi... t'as une vision aussi esthétique des choses ?» On n'associe pas vraiment ça à la Tunisie et au Maghreb en général. Et donc, déjà, au-delà du fait de devoir me justifier et que ça soit très compliqué à justifier, à part le fait que c'est juste comme ça et que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont très esthétiques. En fait, il n'y a pas de biais colonialiste à avoir. Quoi. Exactement, oui. Tu vois. Donc, jusqu'à maintenant, je l'ai beaucoup refoulé, je l'ai beaucoup mis de côté en me disant, moi-même, je ne me retrouve pas, en fait, dans ni la société, ni la culture tunisienne. Donc, moi-même, en fait, j'ai ce truc-là, des fois, d'être d'accord. En mode, ouais, non, mais en fait, j'ai rien à voir avec une tunisienne. Même quand tu étais plus jeune et que tu vivais là-bas, tu étais en décalage. Ah ouais, totalement. Parce que j'ai fait tout mon cursus scolaire de primaire, collège, lycée dans un système français. Okay. Mon père est français, donc lui, il a vraiment ce truc-là. Il a kiffé la France, il est resté 30 ans. Après, il est rentré en Tunisie et c'est là où, du coup, il a rencontré ma mère. Mais sinon, on est entre guillemets, on est de 100 Tunisiens, tu vois. On n'a pas de Français, vraiment Français, nés depuis longtemps, plusieurs générations. En soi, à part, mon père, comme il est rentré, maintenant que je vis en France, si je reste en France, je serai la première génération qui vit en France. Spoiler alert, je ne vais pas rester à Paris. J'aimerais bien partir, j'aimerais bien retourner à la mer. Je ne sais pas où, mais pas en Tunisie, ça c'est clair. Mais voilà, donc comme je suis déjà depuis petite en décalage avec cette société, cette culture qui ne me représente pas et qui, moi-même, ce serait con de... Je suis totalement privilégiée par rapport à un Tunisien lambda, donc ce serait... Ouais, c'est pas cohérent, entre gros guillemets, tu vois. Donc je me suis beaucoup plus retrouvée dans la mentalité française, dans la culture française, et mon père m'inculque ça depuis vraiment toute petite. Donc il y avait vraiment cette double culture. Et aujourd'hui, j'aimerais bien justement, dans ce que je partage et de ce que je crée, y mettre un peu de Tunisie. Dans mon premier recueil, il y a pas mal de poèmes qui parlent de la Tunisie, ne serait-ce que la mer, quand j'évoque la mer, c'est la mer de Tunisie où j'ai grandi. Et le poème qui mentionne clairement Tunisie s'appelle « Le deuxième cerveau » et où je dis l'amour pour mon pays que j'ai refoulé dans mon deuxième cerveau. Donc le ventre en fait. Et parce qu'aujourd'hui, la Tunisie, quand je vais t'en parler, c'est « Ah tiens, je me mangerais bien un couscous, je mangerais bien un petit kafteji, allez, une petite mloukhia », tu vois. Ouais, c'est donc, la nourriture et les paysages, quoi. Totalement. Donc ça, c'est ancré en moi aujourd'hui. Mais je pense que, voilà, il y a encore j'aimerais bien, par exemple, dans mon deuxième recueil,
pour pas trop spoiler, mais il y a une partie... Oh, est-ce que je spoilerai pas? Fais-toi plaisir. Hein. Bon, allez. Petit instant promo. Ouais, bah voilà. Mais en tout cas, il est en 3 parties. Et donc, c'est le vase, l'eau et les fleurs. Et donc, le vase... Encore des fleurs. Ouais, non, mais je m'arrêterai jamais. Tu veux savoir le nom de mon roman? Non, En tout cas, il y a le mot de fleurs. Je ne m'arrêterai pas. C'est une obsession. Mais ma psy m'a dit que c'était une manière pour moi de me réapproprier la douceur. De semer des graines, de les voir pousser. Et de tout le temps évoquer la fleur. Mhm. De tout le temps évoquer ce truc. Mais de toute façon, il y a beaucoup de projets qui arrivent qui parlent de ça, de cette envie de me réapproprier la douceur et la remettre au centre de qui je suis, parce qu'il y a beaucoup ce truc de paraître, comme on en parlait depuis le début. Et le truc côté lion de vouloir paraître forte, paraître... En fait, encore une fois, y aller au culot, ne pas avoir peur, faire les choses, Yang. alors qu'en parallèle... Faut que je ressente. Tu as l'air quand même aussi, tu l'as dit, hein, besoin de montrer que tu es vulnérable et que t'es pas juste la meuf hyper badass, mais que derrière, il se passe plein d'autres choses. Ouais, totalement. Et se dire que les sentiments, en fait, les émotions, c'est ce qu'on s'est dit avant en off, hein, faut qu'elles soient vécues, faut qu'elles soient ressenties, il faut leur donner la place qu'elles méritent d'avoir. Comme toi, tu mérites d'avoir ta place, tes émotions tout autant, et sans ça, c'est ta boussole, en fait. Donc, comment tu sais si les choix que tu fais sont alignés avec toi-même? Comment tu sais si les choix que tu fais te correspondent vraiment et t'épanouissent vraiment, si au fond de toi, tu peux pas avoir cette lecture de toi-même, quoi. On en vient à la spiritualité qui aussi transparaît pas mal dans tes différents projets. Je me saoule, hein. Je fais trop de trucs. J'en peux plus. Elle vient d'où cette spiritualité-là, justement? Comment tu la définirais en plus? Je pense que la spiritualité, c'était la première étape de plein de choses. Avant d'avoir arrêté le magazine et le journalisme, c'était justement la spiritualité qui était là. Donc j'ai eu mon éveil, moi je dis toujours en 2019. Donc début de ma, entre guillemets, carrière de journaliste. C'est-à-dire éveil? Alors, éveil dans le sens où avant, j'étais pas du tout ouverte à tout ça. Et j'étais vraiment... moi, je sortais de Tunisie, qui est un pays musulman. Oui, j'allais dire, même religieusement parlant, t'avais une sensibilité ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, Okay. En Tunisie, je me considérais pas du tout comme musulmane. Mm-hmm. Enfin, je le disais quand j'étais en Tunisie parce que voilà, c'est comme ça, mais je disais pratiquante, mais croyante, mais pas pratiquante. Parce que je n'ai jamais pratiqué quoi que ce soit. Et quand je suis venue en France et que du coup, je disais que j'étais tunisienne, c'était associé justement aux musulmans. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que j'aime bien dire que les Tunisiens de France ou les Arabes de France étaient bien plus religieux que moi. Et donc je me disais, mais en fait, je peux juste pas me dire musulmane si je fais rien, en fait. Enfin, j'ai un père qui était très ouvert là-dessus, qui m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux. Enfin, moi, je sais que mon père... C'est génial, ouais, de ouf. Et puis j'ai une mère qui, selon les phases de la lune, est tant ça ou tant ça. Donc elle est plus religieuse, disons, mais ça a beaucoup fluctué. Là, aujourd'hui, par contre, elle est très pratiquante et voilà, elle s'est retrouvée dans ça, donc trop bien. Mais moi, j'ai jamais été... Donc je suis arrivée en France, puis j'ai vite compris que j'étais peut-être athée. Je me suis dit, oh, peut-être pas athée, peut-être que je crois en quelque chose. Je savais pas quoi, mais je crois en quelque chose, parce que voilà. Et c'est là la différence entre la spiritualité et la religion, petit moment de définition, où effectivement, la religion, on est sur des dogmes, on est sur des communautés, on est sur des codes, avec un récit, etc. La spiritualité au sens large, c'est tous les trucs qui vous font énormément rire sur les réseaux, mais pas que. Parce qu'en vrai, il y a eu un regain aussi ces dernières années, mi-mode, je pense, besoin profond des gens de donner du sens. Mm-hmm. Et en fait, ça peut passer par plein de visions, de modes d'expression différents, enfin voilà, derrière, et juste se dire que il y a quelque chose, tu t'arriverais pas à l'expliquer, mais c'est de l'ordre, certains vont dire de l'énergie, du hasard, de l'univers, de tout ce que vous voulez, de l'astrologie. Ça rentre dans cette grande réflexion aussi globale de juste donner du sens. Ouais, totalement. Alors j'essaie de trouver comment faire une belle transition, parce que ce qu'elle a dit était incroyable sur la spiritualité. Non, mais ton éveil. Mais voilà, mais du coup, en gros, quand je suis tombée dessus, pareil, encore une fois, à la Fnac, sur un livre. J'ai vu le livre, il était juste canon. J'ai commencé à le feuilleter, j'étais en mode, waouh, de quoi ça parle? Et en très bon ascendant Gémeaux que je suis allée faire plein de recherches. Mais j'ai dit... Tu me surprends à chaque fois, en plus en les calant comme ça. C'est très fluide. Avant la fin de l'épisode. Je suis désolée pour celles et ceux qui en ont rien à battre de l'astrologie. Moi, ça me fait beaucoup rire et prenez ce qu'il y a à prendre dedans. Ouais, voilà, mais je les cale comme ça. Mais voilà, du coup, en gros, le Gémeaux, c'est un signe qui est juste super curieux et qui va vouloir faire plein de recherches, donc voilà. Et donc, je suis tombée sur ce livre-là, ça m'a beaucoup parlé, et parce qu'à ce moment-là, j'étais justement... tu sais, quand tu sais pas quitter pendant longtemps,
et que t'es juste en mode je suis là, je fais un petit peu les choses, mais je me pose pas non plus tant que ça la question, et tu tombes sur quelque chose qui résonne profondément en toi et tu dis attends, mais ça peut me mener au bon endroit, ça peut me mener là où j'aimerais bien être, ça peut me mener et même m'ouvrir à plein de choses. Et donc j'étais dans ce moment-là de ma vie où j'étais journaliste, il se passait des trucs, moi qui pensais que je ne ferais jamais rien, moi qui pensais que j'étais pas si... Pourquoi tu pensais ça ? J'ai beaucoup grandi comme ça. Donc en fait, mon manque de confiance en moi vient beaucoup de tout mon primaire, tout mon collège. De ton éducation, de ton entourage ? Je pense que ça venait de plein de choses, c'était un tout. Un tout qui faisait que dans ma tête, j'étais une meuf lambda. Mais tu sais, le lambda en mode bon... je trace ma vie, quoi. Ouais, voilà, il n'y a rien qui va se passer, je peux rien faire. J'étais vraiment ce truc-là de on verra bien. Et moi, justement, je me disais, quand j'irai en France, peut-être que là, ma vie commencera, peut-être que là, je pourrais faire des choses, je pourrais m'ouvrir, nanani, nanana. Mais j'ai été longtemps dans ce truc-là, tout mon collège, tout mon primaire. Le seul truc que j'avais tenté de faire, c'était ouvrir une chaîne YouTube en 6e. Je me suis fait bully, je l'ai fermé, tu vois. En même temps, au collège. C'est ça, exactement. Donc à ce moment-là, j'étais en mode, ok, je ne ferai plus rien de ma vie, je ne veux plus rien faire. En fait, je voulais juste être aimée, appréciée et rentrer dans le moule. Tu vois. Et donc quand je suis tombée sur la spiritualité, vraiment ce truc-là de, tu sais comment, ils appellent ça la nuit noire de l'âme, où ça vient toujours sonner à ta porte au bon moment. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ça. C'était la première fois que je me retrouvais dans quelque chose justement spirituel, ou qui peut s'apparenter à une croyance en tout cas. Et je me suis sentie à ma place. Et c'était quoi ce livre ? C'était celui de Mélodie, alors je ne peux pas dire son nom de famille, mais c'était Cosmic Girl. Ok. Et franchement, en vrai, c'est un livre tout mimi, hein. Limite, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, la manière dont elle ramenait... Enfin, moi, j'avais jamais lu avant quelque chose qui disait, mais si tu penses être perdu, tu ne te connais pas, mais que tu sais que tu as un cadeau au fond de toi, enfin, tu vois, genre ce genre de truc, de discours que pourtant, je n'avais jamais vu encore. Parce qu'à l'époque, vraiment, il faut savoir, enfin, 2019, il y avait encore rien. Il y avait vraiment plus... Enfin, c'était niche, en tout cas. Il fallait vraiment chercher, il fallait... avoir le bon algo qui te mettrait sur la route de ces contenus-là. Mais sinon, c'était pas encore autant présent qu'aujourd'hui, où vraiment tout le monde peut tomber sur ce genre de contenu. Mais où le développement personnel aussi a pris une place sur le marché, d'un point de vue juste purement financier, hein, hyper importante. Et du coup, tu as un peu à boire et à manger, vraiment tout et n'importe quoi sur ce type d'ouvrage. Mais du coup, c'est aussi plus visible, plus facile. Exactement. Tu en entends aussi plus parler. Après... il y a aussi, et c'est là où je me permets un petit disclaimer, énormément de merde dans le lot. Oh là là, c'est un langage fleuri aujourd'hui. Mais voilà, faites attention aussi à ce sur quoi vous tombez et par qui c'est écrit. Et gardez en tête. Un truc très connu, après il y a des dérives, il y a des trucs. Ouais, et puis juste garder en tête un esprit critique, c'est important. Donc c'est cool, par exemple, sur un sujet, d'aller chercher 2 sources, de les croiser, les confronter et de prendre ce qui vous parle aussi. Totalement. Ne rien faire qui ne résonne pas en nous juste parce qu'on pense que c'est comme ça que doivent être faites les choses. Moi, je reste la même Balkis qui était pas très religieuse. C'est que dans la spiritualité, il y a des choses qui me parlent, je les ai prises. Mais les choses qui me parlent pas, je les fais pas. Et je me sens ni coupable ni redevable de quoi que ce soit parce que je me dis, mais en fait, ça résonne pas en moi. Pourquoi je me forcerais ? Parce que c'est comme ça. Ce qui s'est passé avec l'islam et donc la religion musulmane, ça m'a fait la même chose à un moment pour la spiritualité où je me suis dit, mais en fait comme je fais pas tout et je coche pas toutes les cases non plus, est-ce que je peux quand même me dire spirituel ? Tu vois, genre j'avais eu une discussion avec une pote un jour, elle m'a dit, mais en fait qu'est-ce qui fait que t'es spirituel si tu fais pas ci, ça. Et ça m'a directement fait tilt. C'est tellement pas une liste à cocher en fait, c'est pas une to-do. Et en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je me sens hyper connectée à l'univers et il y a plein de choses qui me parlent, il y a plein de choses qui m'aident au quotidien. Le journaling, pour moi, ça fait partie de cette pratique de spiritualité. Je pense que c'est vraiment ce côté, t'es conscient en tout cas de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que ce qui se passe à l'extérieur soit le reflet, en fait, vraiment aligné et conscient de ce que t'as envie de véhiculer. Et je pense que c'est là où la spiritualité, ça a été hyper intéressant pour moi, c'est qu'avant, j'avais pas du tout cette conscience-là. Avant, je faisais les choses, mais je savais pas trop pourquoi. J'avais mes traumas qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été deal. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ce truc-là de pour soi. Mais moi, je suis persuadée que quand tu fais les choses pour toi et quand tu prends soin de toi et que tu évolues sur ces sujets-là pour toi-même, mais en fait, tu évolues aussi sur ces sujets-là pour les gens qui sont autour. Toi, tu as aussi cette curiosité, au travers notamment de ton podcast, d'aller questionner des personnes, d'aller tendre le micro pour avoir des témoignages de personnes qui ont des sensibilités. Alors, je l'ai résumé tout à l'heure, moi je trouve aussi à la créativité au sens large, c'est vraiment ce qui transparaît dans, en tout cas, les personnes que tu as interviewées dans cette nouvelle saison. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant aussi, c'est enrichissant d'aller échanger avec d'autres personnes. C'était super important pour moi, c'était trop important de, justement, tu vois, parler de moi. Donc il y a un épisode sur 2 en solo et un épisode... Comme le Glow Club. Exactement, ouais, voilà, mais c'était trop important parce que je me suis dit, si je fais un podcast entier où je parle que de mon vécu, c'est cool.
Mais en fait, si j'interviewe des personnes qui peut-être vivent pas les choses comme moi, qui n'ont pas du tout la même vision, j'ai interviewé des personnes hyper spirituelles qui pourtant, moi, ça correspond pas à mon vécu et ça correspond pas à mon quotidien. Et pourtant, ça a été des épisodes qui m'ont transpercé en plein cœur. Ça me parlait de ouf. Et en fait, ces trucs-là de se dire, venez, on se confronte à des gens qui ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas la même vision que nous. Mais pourtant, il y a toujours ce point où on est d'accord parce qu'on reste en fait des personnes, des êtres humains. Inflower, au début, c'était, comme je disais, le rapport au corps. Et c'était à un moment où je voulais changer. Je voulais vraiment avoir un petit... Au début, je disais que c'était un podcast journal parce que je documentais en fait ma transformation physique qui n'a jamais eu lieu. Dans cette transformation-là, je parlais du fait que j'avais eu des TCA, je parlais du fait qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été justement mises à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'épisodes où je dis, mais en fait, aujourd'hui, je suis dans une optique de vouloir perdre du poids parce que j'ai pris énormément de poids depuis que je suis arrivée en France, j'ai pris plus de 40 kilos, enfin, il y a plein de choses aussi santé. Donc, j'ai bien expliqué ça dès le début pour dire, okay, je suis pas là pour perdre du poids parce que je veux être skinny, avoir des abdos... Enfin, je le dis dans plusieurs épisodes parce que c'est pas du tout mon envie. Même des personnes que j'allais interviewer m'ont dit on veut pas, si ton podcast ça parle de ça, on n'en veut pas. Donc, en mode non, mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout mon point de vue. Je l'expliquais bien, j'avais fait un PDF justement pour expliquer quelle était vraiment la racine d'Inflower. Et donc en parlant de ça, en fait, je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai interviewé plein de personnes justement dans le sport. Et je me suis rendu compte du lien entre le corps et mind, body and spirit. Et c'est là, en fait, est née la deuxième saison, qui est très spirituelle. Donc, la deuxième saison qui parle énormément de ce lien entre corps et esprit. Et justement, comment on fait pour d'abord être bien dans sa tête et être bien dans son corps. Comment on fait pour être les deux. Voilà, plein de sujets là-dessus. Parce qu'en fait, c'est parti comme ça. D'abord le corps, mais en fait, le corps ne marche pas sans l'esprit. Et la troisième saison, maintenant, on est en mode grosse symbiose. Et maintenant qu'on a compris ça, comment on fait pour s'ancrer dans ça. Le fait que tu aies commencé quand même ton podcast donc sur ton rapport au corps, tes TCA, qui n'est pas un sujet évident à aborder. Donc juste pour rappel, c'est des troubles du comportement alimentaire, voilà, qui regroupent plein de troubles différents et selon les personnes et pour plein de raisons. C'est quand même faire preuve de vulnérabilité aussi hyper tôt, de façon orale cette fois-ci dans le podcast. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne comme ça a pris ? Pas du tout. Quand j'ai lancé Inflower, j'étais encore dans le magazine. J'ai longtemps eu les deux en même temps. Mais en fait, je me rends compte avec le recul que en fait, c'est fou comment, plusieurs années plus tard, tu vois les choses et tu te dis « Waouh, mais vraiment, tout s'est imbriqué et tout s'est passé au bon moment. » Quand j'étais full avec Isar, avec le magazine et que j'étais journaliste et il n'y avait que ça dans ma vie à ce moment-là, j'étais pas encore entièrement ouverte à ça et j'étais vraiment encore très cachée dans ce rôle de j'ai mon magazine, je fais des articles, c'est trop cool. Voilà, il y avait vraiment... Moi, je dis toujours que Isar a été là pour me donner confiance en moi. C'était ce petit truc pour me planter. Ça a été Voilà, j'ai planté ma graine avec Isar. Avec Inflower, j'ai arrosé la plante. Et avec tout ce qui vient maintenant, c'est la plante pousse. Et la troisième, justement, saison de Inflower, ça a été ça. Ça a été de dire, écoutez, les 2 premières saisons, on a évolué ensemble et tout. Et là, je pense que j'arrive à un stade où j'assume pleinement ce que j'ai envie de dire. J'assume pleinement mes vulnérabilités. Genre là, l'interview qu'on fait depuis tout à l'heure, j'aurais pas été capable de le faire au tout début d'Inflower. On m'aurait interviewé comme ça à la saison 1. Je t'assure que j'aurais pas pu. Je pense que de toute façon, je n'ai pas attiré ça à moi. C'est pas des choses qui se sont passées parce que j'étais pas ouverte à ça. Et donc les TCA et tout, je m'étais dit à ce moment-là, en parlant, justement, c'est des trucs qui me faisaient peur, pareil que Fleur intérieure, parce que j'en parlais pas vraiment à mes proches. Et il y avait aussi ce côté-là, j'en parle dans un des épisodes, c'est que Tumblr a joué un rôle affreux sur les TCA. C'est ce qui m'a introduit plein de choses. Et donc, les réseaux sociaux ont joué un rôle dans la construction de qui je suis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis... être vulnérable, c'est aussi une manière pour moi de me libérer et de me dire, au moins si tu te montre-toi tel que tu es entièrement, te restreins pas. Mais aussi, c'est pour montrer qu'il faut faire gaffe aux réseaux. Tu montres en tout cas aux gens de ta communauté ce que tu n'as pas pu voir toi. Exactement. Non. En fait, un truc nuancé au final. Je sais pas, il y a plein de sujets qui sont trop cool quand tu les vois et en fait, oublie. Typiquement, la freelance. On le voit, ça a l'air trop bien, tout le monde peut réussir là-dedans en se lançant, c'est tout génial. Tout le monde te dit, c'est facile, tu vas te faire de l'argent. Et puis là, en ce moment, je vois toutes les... stories et je remercie vraiment les freelances que je suis qui sont tous en train de faire des stories actuellement sur leur déclaration URSSAF qui est un enfer sur terre et mais merci de montrer ça en fait parce que comme dans n'importe quelle situation professionnelle il y a du bon et il y a du moins bon et c'est cool d'avoir ce rapport plus nuancé en fait.
Mais ça, je pense que c'est un truc qui est, je sais pas, hein, dis-moi si je me trompe, qui est typiquement aussi dans la culture française. Parce que quand tu vas chez les anglo-saxons, ils montrent autant Ils n'ont pas la même culture de l'échec. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, ça. Et ça, je pense que même aujourd'hui, même si la parole se libère, tu sens que... bon, maintenant, il y a vraiment la parole qui se libère de ouf, tu vois. Il y a des comptes, machin. Mais n'oubliez pas que je réussis quand même. Non, mais attends, pardon. Mais oui, ma vie. Je suis obligée, quand elle se frotte à moi, de la caresser. Ouais, il y a la petite parenthèse chat, comme d'habitude, qui se frotte aux chaussettes. Ouais, non, mais... Je la connais. Elle me drague. Toujours. Je pense qu'elle a pécho absolument tous les invités, même les gens allergiques aux chats. Je me sens pas spéciale. Là, dans ma tête, elle faisait un truc grave spécial. En mode, on a une connexion, mais en fait, pas du tout. Si. Mais elle a des connexions avec beaucoup de monde. En vrai de vrai, je pense que si tu veux résumer tout ce que je fais dans la vie, c'est... on est parti du fait que on avait ce truc où, en fait, on n'était pas lovable, tu vois, gros manque de confiance en soi, où est l'amour, je le cherche, donc ce que je fais, c'est que je veux plaire aux autres à tout prix. Le regard des autres a été un gros sujet. Et là, c'est justement comment je m'en détache, même si ça reste important quand même, les autres, c'est quand même, ça fait partie de notre vie. On peut pas vivre sans les autres. Donc, c'est bien, on s'aime, mais bien aussi, on accepte que les autres, leur amour est très important pour nous. Mais d'une manière saine et d'une manière où t'en as pas besoin pour t'aimer. Pendant longtemps, comme j'étais fière de voir qu'on me renvoyait justement cette validation, notamment avec le magazine, enfin comme je t'ai dit, Fashion Week, tout ça, moi j'ai arrêté ça vite fait parce que je me suis dit oh putain fais gaffe, là t'es en train justement de chercher une validation et ça te conforte dans une image qui n'est pas... Et c'est ça qui t'a fait arrêter? Ouais, le magazine, ouais. C'est ça et autre chose bien sûr, enfin c'était un tout. Et Isar, quand j'ai su que je voulais l'arrêter, ça m'est venu en vacances, j'étais en train de lire un petit livre et tu sais, je dis toujours que c'est comme si c'est un ange qui m'a parlé et qui m'a dit arrête Isar, genre c'est le moment, tu vois. Et pendant 4 ans j'ai kiffé, mais tu sais je me suis j'étais à fond, mais tu sais, quand t'es à fond, mais tu regardes rien, t'as des œillères. Et j'étais en mode, j'ai ce goal ultime, je veux faire ça, waouh, c'est trop bien, c'est trop cool. Les gens, ils trouvent que je suis grave cool, trop badass, enfin. Tu vois, c'est un peu ce truc-là de, enfin, on me voit. Et du coup, ça a fait que mes amitiés, je les ai grave laissées au second plan. J'avais rencontré mon mec un petit peu avant, donc pour moi, ça a quand même été une priorité. Mais alors, mes amis sont passés à la trappe, malheureusement. J'ai plein de choses ma santé est passée à la trappe. Je devais aller faire une IRM, je ne l'ai pas fait pendant 4 ans, justement, parce que j'étais en mode, ok, non, mais viens, on devient vogue avant, tu vois. Et après, on crève. C'est un peu le mood. Petit déni de la girl boss, quoi. Girl boss syndrome à fond. À ce moment-là, je pense que mes ambitions me menaient à ma perte. Et est-ce que c'est là que t'as fait ton burn-out, du coup? Bah ouais. Mais je me suis dit, on fait pause, on enlève le plus gros projet de ta vie, on arrête, on essaie de slow down pour justement se reconcentrer sur le fait que c'est important d'être avant tout et que tu es valide, que tu es important, que tu es digne d'amour, même si tu ne fais absolument rien. Et c'est pas mes projets qui vont me ramener l'amour, ou en tout cas si c'est ça, c'est pas bien du tout, parce que les gens vont t'aimer justement pour ce truc-là figé, de la Balkis journaliste ou la Balkis girl boss ou la girl nanana. Et aujourd'hui, je veux plus du tout, parce que je sais que ça a été hyper toxique pour moi. Ça m'amène à la toute dernière question du podcast. Pour reprendre ton image tout à l'heure, tu disais que avec tes projets, il y en avait un où tu avais planté des graines, un autre où ensuite tu arroses, ça pousse. Maintenant, tu avais une belle fleur, voilà. Je trouve qu'avec ton roman, tu es en train d'étendre ton jardin, puisque tu commences à te tourner vers les autres. Même, on n'en a pas parlé, mais sur les réseaux sociaux, tu donnes aussi des conseils d'écriture, ce genre de choses pour que ça serve au plus grand nombre aussi. Il ressemblerait à quoi ton jardin idéal ? Waouh, déjà plein de chats. Je veux tellement avoir plein des enfants, en fait, des chats pour moi, des chats et des chiens, enfin bref. Mon jardin idéal, il serait justement avec mes amis, avec mes relations, avec les personnes que j'aime. Mon jardin idéal, il y aurait un matcha qui coûte quand même 7 € parce que j'adore ça. mais voilà, mon jardin idéal, il serait plein de fleurs partout, avec de la mer, dans un jardin. Il y aurait la mer, compassion. Beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, justement, toujours, mais les proches sont là, donc l'amour. Je pense qu'il y aurait dans ce jardin aussi, j'aimerais bien, si c'est pas la petite Balkis, vu qu'elle vit en moi, donc je serais dans mon jardin, une statue de la petite Balkis. Genre, moi, ça serait genre, tu vois, ah putain, je suis un peu dictateur vibes. Mais je mettrais une statue de la petite Balkis, en tout cas, dans mon petit jardin. Parce que je pense que tout ça ne serait pas possible sans elle. Et je pense qu'il faut que je me rappelle que, voilà, tu vois, genre... Se reconnecter à son enfant intérieur, la fameuse... Et le côté fierté, tu vois. Après, c'est un peu narcissique, mais lion. Bah, merci beaucoup, Balkis. Merci à toi. J'espère que tu vas pas me bloquer après cet épisode. La meuf est trop bizarre.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'étais très heureuse de vous faire découvrir Balkis. N'hésitez pas à aller écouter son podcast In Flower. Vous pourriez retrouver prochainement un épisode qu'on a enregistré ensemble. J'ai hâte, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux, @clocloclub sur Instagram, Threads et TikTok. Et comme je le disais en début d'épisode, abonnez-vous au Clocloclub et partagez le podcast autour de vous, parce que c'est vraiment ça qui soutient mon travail. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!